Bonjour Estelle, vous avez suivi pour nous cette convention qui a débuté vers midi. Où en est-on actuellement ? Eh bien, la première édition de la Convention de la droite est en train de toucher à sa fin. L'objectif de ce rendez-vous, eh bien, c'était de faire émerger de nouvelles personnalités, de faire émerger une alternative à Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce que nous ont confié les organisateurs. Alors, de nombreuses personnalités se sont succédées au pupitre avec pour point d'orgue l'intervention de Candace Owens, la conservatrice américaine, et puis l'intervention aussi de Marion Maréchal, qui a plaidé pour un travail des idées pour reconstruire la droite. Je crois qu'il s'agit d'initier une espèce d'énergie intellectuelle. Il n'y a pas de reconstruction, à mon avis, il n'y a pas de mouvement idéologique, politique, spirituel, sans une espèce de dynamique des idées. Je dis bien de dynamique des idées. Il faut d'abord qu'il y ait la volonté des hommes et des femmes de se réunir pour essayer. Et c'est ça l'énergie, pour essayer de construire, de réfléchir. Et ce qui est palpable aujourd'hui, c'est qu'il y a dans l'air cette énergie, cette force des choses, comme disait Saint-Just. Et là, je la sens, cette force des choses. Elle est là. Et à un moment donné, elle va arriver à quelque chose, on ne sait pas quoi, mais elle y arrivera. Alors, quand je vois tous ces exemples, je reviens un petit peu sur les grands débats qui animent aujourd'hui les familles de droite, les familles nationales au sens large. Et je crois que nous pouvons longtemps nous écharper sur les stratégies à mener ou sur les clivages pertinents à investir politiquement. Mondialistes contre souverainistes, populistes, conservateurs. Je crois qu'en réalité, il y en a un qui va mettre absolument tout le monde d'accord dans cette salle, quelle que soit leur origine politique. Ça m'apparaît être le clivage le plus central et le plus évident, c'est bien idéologie contre réalisme. Et face, j'insiste, le camp des réalistes que nous sommes a le devoir de se concentrer sur les choses importantes et précisément sur les grands défis du siècle qui vont déterminer l'avenir et le bien-être de notre peuple. Alors j'ai, arrêté 5 grands défis sur lesquels, selon moi, se jouera la place de la France au XXIe siècle. Le grand remplacement, le grand déclassement, le grand épuisement écologique, le grand basculement anthropologique et le grand affrontement des puissances. Le premier grand défi, le plus vital, est le grand remplacement. Notre doit avoir le primat de notre culture française, avec tout ce que ça implique, contrairement à ce que semble penser M. Enthoven. Je suis venu, selon le mot de Raymond Aron, vous dire ce que je crois vrai, et non ce que vous auriez plaisir à entendre. Je suis venu parce que la diabolisation a le triple effet de vous rendre service, de vous faire trop d'honneur, et de donner bonne conscience à celui qui diabolise. Vous êtes beaucoup trop réac pour gagner quoi que ce soit. Si la famille traditionnelle protégeait de quoi que ce soit, ce serait parfait. Marine Le Pen, votre fossoyeur. Alors, encore une fois, ne changez rien. Ne changez rien. Conservez votre conservatisme. C'est la...
Car en cela, et on en vient à une question fondamentale. Et peut-être une divergence majeure entre eux. Celui qui reconnaît que l'État français a profité de l'esclavage et de ses colonies, a organisé des rafles et ordonné entre autres la torture en Algérie. Ou bien celui qui voit passer, madame, mes parents viennent d'Algérie. Reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État, c'est énorme, parce que c'est soi-même une souche, c'est un arbre sans tête. Comment est-ce qu'on peut se vanter d'être un truc pareil? C'est la notion même d'identité qui marche sur la Terre. Et bien, nous n'avons pas d'identité, autre que nos souvenirs. Ne changez pas d'avis, car vous avez tort. Alors j'adhère assez à ce que disait tout à l'heure Gilles-William Goldnadel qui exprimait l'idée que nous avions gagné cette bataille culturelle puisque dorénavant même Emmanuel Macron, qui je le rappelle à l'époque avait défendu la politique migratoire d'Angela Merkel, qui avait accueilli près d'1 million d'étrangers sur son sol en quelques semaines, eh bien même lui aujourd'hui se sent obligé d'envoyer des signaux pour expliquer qu'il comprend la souffrance des Français sur ce sujet et qu'il souhaite y remédier. Alors je vous demande d'être attentifs, parce que derrière ces mots fermes, il n'y aura aucune rupture véritable s'il n'y a pas de réforme de la Constitution, s'il n'y a pas une refonte totale du Code de la nationalité, s'il n'y a pas de réforme de la politique sociale et la dénonciation d'un certain nombre de traités internationaux. Le tout en parallèle, et je vais dire un gros mot, de la mise en place d'une politique nataliste. Car je ne crois pas, et je ne crois pas que vous adhérez non plus, je ne crois pas que les peuples soient interchangeables, et bien que je crois fondamentalement à l'assimilation, je pense qu'il faut des conditions pour que cette assimilation fonctionne, et je pense en premier lieu que pour s'assimiler, il faut s'assimiler à quelqu'un et à quelque chose. C'est extraordinaire de vous avoir en face tous les deux parce que vous dites que les médias français sont tenus par les pro-sionistes et Goldnadel, souvent quand vous exprimez, vous dites qu'en fait les médias français sont très pro-palestiniens. Oui, mais enfin je ne demande pas de désarabiser les médias français alors que monsieur en face de moi a indiqué qu'il voulait désioniser la presse française. C'est tout de même un peu une nuance importante, il me semble. Je peux vous répondre là-dessus. Non, attendez, oui, vous avez beaucoup parlé, non, vous avez beaucoup parlé, non, vous avez beaucoup parlé, vous ne m'empêcherez pas de parler. Alors je veux d'abord vous dire... Parce que monsieur est spécialisé dans la défense de la violence, de la haine. Est-ce que vous pensez que vous allez m'empêcher de parler? Sûrement pas. Est-ce que vous pensez un seul instant que vous allez m'empêcher de parler? Mais franchement, je n'ai même pas envie de vous parler, alors c'est simple. Oui, parlez-moi à moi alors. J'en prends acte. J'en prends acte. On vous a raconté des histoires tout de suite. Et vous dites que j'ai écrit le nouveau Bravire de la haine, donc je sais un peu de quoi je parle effectivement. Et c'est l'avocat de la haine, donc, qui sait. Vous êtes l'avocat de la haine, vous savez, oui. Donc lorsqu'on vous dit qu'on ne sait pas où se trouve la haine, moi je vais vous dire où se trouve la haine. D'abord, M. Maklouti vous raconte des histoires lorsqu'il dit qu'il n'a pas mis en cause très gravement l'existence même de l'État d'Israël en voulant sa destruction. Le 9 juin 2002, M. Maklouti indique à Radio Méditerranée, parce que M. Maklouti veut vendre de la limonade, ça ne me dérange pas du tout. Là où je veux mettre en perspective sa vente de cola, c'est lorsqu'il exploite une radio qui s'appelle Radio Méditerranée et qui est véritablement une radio de haine qui s'est d'ailleurs fait récemment taper sur les doigts par le CSA. Bien. Vous racontez des mensonges, c'est faux, voilà je ne vous laisserai pas dire des contre-vérités. Voilà ce que dit le 9 juin. C'est faux ce qu'il raconte, le CSA n'a jamais fait ça. Voilà ce que dit le 9 juin 2002, M. Maklouti. Oui. En parlant de l'entité sioniste. Et d'ailleurs, le journal Le Monde, qui n'est pas, je pense, un suppôt du sionisme, vous ne comptez pas désioniser le Monde, le journal Le Monde indique que vous avez à peu près les mêmes positions que le Hamas. Donc, monsieur Maklouti nous indique le 9 juin 2002, en parlant d'Israël, cette présence n'a aucune légitimité, cette entité, l'État d'Israël, n'a aucun droit à l'existence. Le 21 juin 2002, l'État d'Israël est appelé à disparaître. C'est un fait historique indéniable et indiscutable. L'État d'Israël ne peut pas exister. Je vous indique que j'ai trouvé ça dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Les territoires perdus de la République », qui est un livre écrit par un collectif de profs,
qui se plaint, qui ne sont pas des suppôts du sionisme, et qui se plaint de la montée de l'antisémitisme dans les écoles. Parce que, bien entendu, quand les gamins des banlieues écoutent Radio Méditerranée, vous imaginez ensuite ce qu'ils peuvent se dire dans la cour du Préau. Ensuite, en ce qui concerne la haine, proprement dit, monsieur, et là, je suis désolé, je suis dans une émission de variété. Pas du tout. Thierry. La preuve que non. D'accord. Mais donc, sur ce point-là, j'ai pas envie de rire, parce que le 1er juin 2001, j'étais en Israël. Et j'étais à 100 mètres du Delphinarium, la discothèque où vous avez eu 20 gamines qui ont été tuées, assassinées par le Hamas dans une discothèque. Ces enfants sont morts en plein sommeil par un missile de l'armée israélienne et je peux avoir autant de victimes pour vous et plus. On va pas, non, ce que je veux dire, on va pas refaire le conflit du Moyen-Orient ici. Ce que je veux savoir, on vous a écouté, vous avez expliqué que vous étiez un mec formidable. Maintenant, on écoute Golnadel, voilà. Que vous m'invectivez effectivement nominalement sur la radio. Voilà ce que dit le 3 juin. Voilà ce que dit le 3 juin. Voilà ce que dit le 3 juin la radio Méditerranée, effectivement, que je cite dans mon livre. Il y a une certaine Nassira, le 3 juin. Voilà ce qu'elle dit à la radio de M. Maklouti, le chantre de la paix. Quand j'ai entendu à la radio qu'il y avait l'attentat à Tel Aviv, ça m'a fait plaisir. J'appelle les musulmans à agir. La seule solution, c'est de passer à l'action générale. Il y a un intervenant qui dit... de la désinformation. Elle a été arrêtée et condamnée sur... Les enregistrements existent. Sinon, vous connaissez le CSA comme moi. S'il y avait ces propos sans que l'on prenne position, la radio aurait été arrêtée. C'est à la suite de ça que le CSA vous a mis en demeure. Ensuite, un auditeur a sommé les Juifs de France. Le même jour, un auditeur a sommé les Juifs de France de ne plus se rendre en Palestine occupée, sous peine de périr de la même manière que les colons russes de la discothèque de Tel Aviv. Non. La même manière. C'est de la désinformation. Autrement dit, les gamines de Tel Aviv sont considérées par la radio Méditerranée comme des colons russes, comme des colons. Il peut raconter ce qu'il veut. Il peut raconter ce qu'il veut. Ce qu'il est en train de dire est faux, est archi faux. Et vous connaissez aussi bien la loi comme moi sur la communication. Si ces propos avaient été tenus de la façon que cet avocat est en train de le dire, la Radio Méditerranée serait aujourd'hui fermée. Ils ont été tenus et le CSA vous a tapé sur les doigts. Vous racontez des histoires et vous mentez, le CSA n'a jamais tapé sur les doigts et vous êtes en train de mentir et vous le savez très bien. Mais vous ne valez pas le coup. Je ne vous ai même pas répondu sur votre livre parce que vous êtes un spécialiste de la désinformation et du dénigrement. Qu'ajouter de plus ? J'ai rien à ajouter. Monsieur Maklouti n'a même pas le courage de ses opinions. C'est pas le courage. J'assume que je dis une seule chose. Écoutez-moi. Monsieur Maklouti. Vous êtes le partant. Il faut que vous sachiez une chose, qu'on a le droit de condamner le sionisme. On a le droit de condamner le sionisme. On a le droit de ne pas être en accord avec le sionisme. On a le droit de mettre en exergue les crimes commis au quotidien par cette entité sioniste. Si ça vous plaît pas, c'est exactement pareil. Mais on n'a pas le droit de se faire le centre du terrorisme. On n'a pas le droit de louer des gens qui se font sauter. Vous êtes un menteur, nous l'avons dit. Nous l'avons condamné à maintes reprises. Monsieur Maklouti, dans le confort de la Seine-Saint-Denis, est prêt à se tuer jusqu'au dernier des Palestiniens et jusqu'au dernier des Israéliens. Vous êtes très courageux. Vous êtes de mauvaise foi et vous aussi vous êtes tellement courageux que vous avez besoin de garde de corps pour entrer ici. Vous avez la conscience tellement tranquille. Vous êtes très bien renseigné, monsieur Maklouti. Oui, monsieur. Vous êtes tellement tranquille. Il se trouve, la conscience est tellement tranquille que vous êtes obligé de vous protéger. Il se trouve effectivement, je suis tellement ravi que vous me le disiez, il se trouve qu'effectivement, qu'après l'émission de monsieur Maklouti sur Radio Méditerranée, j'ai reçu des menaces de mort et j'ai été obligé de porter plainte. Je rappelle quand même une chose importante. Oui, je ne vais pas vous mettre d'accord. Non, mais une chose importante. C'est formidable. Ça se passe en France. Il faut quand même qu'il rappelle. Ça se passe en France. Radio Méditerranée a été agressée. Ça se passe en France en 2002. Radio Méditerranée a été saccagée. Des gens sont menacés de mort. Aucun média n'a relevé. J'ai des menaces de mort. J'ai reçu une balle en me disant la prochaine n'arrivera pas par la poste. Ce sont les amis. Ne jouez pas les victimes. Ne jouez pas les victimes, monsieur. Je crois que malheureusement on ne pourra pas vous mettre d'accord. Non, ça je souhaite que non. Jamais. Et moi aussi. Je souhaite effectivement. Il y a des gens avec lesquels je suis d'accord, qui aiment la paix, et ce sont des juifs. Merci à tous les deux, allez-y et laissez-moi tout seul finir mon émission. Merci.
c'est qu'ils ont tous cette fonction de pompiers pyromanes. Ils se présentent comme des défenseurs d'une cause universelle et en fait ils attisent la rancœur, la peur et les haines entre communautés. S'ils sont aux commandes d'un Canadair, ils ont plutôt chargé leur soute de pétrole que d'eau pour éteindre un feu qu'ils disent vouloir éteindre. Ils l'entretiennent plutôt. Les uns mettent tous les juifs dans le même sac et développent la haine des juifs, les autres mettent tous les musulmans dans le même sac et développent la haine des musulmans. Surtout, ils ont également en commun le fait d'avoir non seulement le mensonge, mais également la calomnie comme arme. Ils font dire à leur adversaire ce qu'ils n'ont pas dit pour mieux les critiquer. Pour Bernard-Henri Lévy, par exemple, tous ceux qui manifestent contre la guerre de Gaza crient mort aux juifs. Il y a eu quelques excès tout à fait condamnables, mais ce n'est loin d'être le cas de tous ceux qui ont manifesté. Et donc c'est cette technique de l'amalgame, de la calomnie, qui est le propre également de ces pompiers pyromanes. Si l'on veut être cohérent dans la lutte contre les différentes formes de racisme, il ne faut pas en privilégier l'une par rapport à l'autre. Et il ne faut pas occulter l'une pour mieux mettre en valeur l'autre. Il ne faut pas nier l'islamophobie. Lorsqu'une jeune femme est agressée dans la rue parce qu'elle porte un foulard, c'est bien la haine par rapport à son appartenance religieuse qui est en cause, et pas autre chose. Et parler d'islamophobie ne veut pas dire qu'on ne puisse pas critiquer l'islam, mais simplement on ne peut pas appeler à la haine contre ceux qui ont cette religion. Et de même, il ne faut pas nier qu'il y ait de l'antisémitisme en France. Il est moins puissant qu'il y a quelques années, mais il peut tuer aujourd'hui. Et donc il faut réellement lutter avec la même vigueur contre l'antisémitisme et l'islamophobie, sans faire une hiérarchie dans la lutte contre le racisme. Bonjour. Nous abordons aujourd'hui un thème qui est au centre de toutes les controverses sur l'islam, c'est celui de l'islamophobie. Ce thème a fait sa réapparition ces dernières années et il est défendu par une partie de l'opinion française avec l'appui de chercheurs rigoureux comme Vincent Gesser, Olivier Roy, François Burgat, pour ne citer que ceux-là. Mais de l'autre côté, nous avons les gens qui occupent l'espace médiatique sur l'islam, comme Finkielkraut, Pascal Bruckner, Caroline Fourest, et appuyés par un politiste assez engagé comme Gilles Kepel, qui nie l'existence de l'islamophobie. Et Kepel va jusqu'à faire croire que c'est une invention des islamistes pour les complexer et voudrait les empêcher de les critiquer. Alors que ce terme a été utilisé à la fin du XIXe siècle dans les milieux diplomatiques où on divisait en trois courants les Français qui s'occupent de la question d'Orient, les islamophiles, les islamo-justes et les islamophobes. Le terme a été utilisé avant même l'émergence des courants radicaux auxquels Gilles Kepel attribue l'invention de ce concept. Alors, pour en parler, nous avons invité un jeune issu de l'immigration, d'origine algérienne, qui a vécu toutes ces controverses sur l'islam en France et les accusations qui sont à l'origine d'une souffrance, en un seul mot, des musulmans en France. Et lui, il est issu d'une famille pratiquante, il a fait de bonnes études et il a souffert comme tous les autres musulmans, mais il ne s'en est pas tenu là. Il a essayé de faire appel à la raison et à l'érudition pour examiner les origines idéologiques, théologiques et politiques des sentiments négatifs envers l'islam. Notre invité, c'est Malek Bessouh. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Malek Bessouh, vous êtes donc issu d'une famille d'immigrés de la région de Saint-Étienne. Vous êtes né ici et votre effort est tout à fait louable dans la mesure où vous montrez que des jeunes issus de l'immigration ne sont pas seulement d'anciens qui vont dans les concerts de SOS Racisme et qu'on croyait calmés par ce genre de concerts. Et la culture des SOS Racisme a inculqué une sorte de culture de la victimisation et des récriminations réclamant des droits seulement. Or, vous avez privilégié le devoir de vérité, et vous avez fait preuve d'une grande érudition en remontant dans le temps jusqu'à avant l'islam, jusqu'au baptême de Clovis au 5e siècle, pour nous publier ce livre dans une grande maison en plomb, France Islam, le choc des préjugés,
notre histoire des croisades à nos jours. Alors, première question, le nôtre, c'est le nôtre des Français, l'histoire des Français. Oui, c'est une histoire commune. C'est l'histoire des Français au sens large, parce que la France, elle a une histoire qui effectivement intègre des communautés qui viennent de différents horizons, et parmi lesquels des Français issus des anciennes colonies, notamment d'Afrique du Nord, d'Algérie. Donc c'est une histoire qui est commune à toute cette France-là. Vous avez vécu tous les psychodrames médiatiques à partir des 3 foulards de Creil, de la législation contre le voile islamique et d'autres psychodrames dans les médias français ont le secret. Oui, effectivement, il y a, et puis jusqu'à présent, hein, on n'en sort pas, une espèce de névrose par rapport aux faits musulmans, par rapport à cette présence musulmane, qui s'exprime, parce que la première génération, nos parents, les primo-arrivants, étaient plutôt discrets. Par contre, la seconde génération, en tout cas certains pans de cette génération-là, a redécouvert une religiosité, et c'est une réappropriation, et donc ça crée une espèce d'apparition, une visibilité de cet islam, mais qui est aussi un élément d'intégration par ailleurs. Et ça suscitait, et ça suscite toujours des questions, des inquiétudes, des peurs qui parfois sont entretenues à dessein. Et donc, oui, j'ai vécu toutes ces psychoses, effectivement. Oui, vous avez utilisé les 2 mots, névrose et psychose, et ça renvoie à un livre récent de Thomas Guénolé qui s'appelle L'islamopsychose. Tout à fait. Et qui est un très bon sociologue. Il avait commencé par des études très fouillées sur la crise des banlieues, et il a découvert que l'islamopolitiste que nous avons cité au début avait commis des erreurs très grossières, d'où un chapitre complet dans le livre de Thomas Guénolé, consacré aux erreurs volontaires ou involontaires commises par cet islamopolitiste hyper médiatisé qui nie l'existence de l'islamophobie et accuse les islamistes de l'avoir inventée pour l'empêcher, dit-il, de s'exprimer. Ce qui est complètement, comment dirais-je, c'est un déni de la réalité. Tenir un tel discours, considérer que l'islamophobie et le racisme anti-musulman n'existent pas, pose clairement question, parce qu'on est dans le déni d'une réalité que l'on mesure, qui est tangible, que l'on sent. Il y a des crispations autour de l'islam et c'est pas récent. Oui, alors votre mérite à vous, c'est de prendre du recul, de ne pas continuer à subir la pression de l'actualité, ce qui est le cas à la sortie des mosquées. Vous avez les entretiens de l'après-messe, entre guillemets, musulmane, sont très révélateurs de la souffrance, en un seul mot, des musulmans qui ne suivent l'actualité islamique que par la télévision. Oui. Donc, alors, vous avez dû souffrir comme tout le monde, mais vous avez mis en avant la raison, l'étude, l'érudition pour remonter dans le temps. Et vous nous produisez ce livre très érudit où vous partagez donc l'histoire des relations entre la France et l'islam en plusieurs étapes chronologique. Les Sarrasins vénèrent donc Mahomet, et à l'époque, dans la chanson de Roland, on parle de Mahomerie, qui est une espèce d'équivalent de la synagogue, et on va considérer d'ailleurs que les Sarrasins sont des alliés des Juifs, et donc les Juifs vont beaucoup souffrir de la première croisade. Il va y avoir de terribles massacres. Il y a une croisade qui s'est arrêtée à Strasbourg par un massacre de Juifs. Ils ont dit mission accomplie, puisqu'on a exterminé des mécréants. Tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de textes à l'époque expliquent qu'il était, et c'est notamment Pierre le Vénérable, qui par ailleurs va faire des choses intéressantes parce qu'il va être le premier à traduire le Coran. Il y a un net progrès avec Pierre le Vénérable. Oui. Mais lui, il considérait qu'il n'était pas du tout partisan des croisades. Il considérait que l'option militaire pour venir à bout des fidèles de Mahomet était pas efficace. Il était préférable d'étudier les sources de cette hérésie, parce qu'il considérait que l'islam était une hérésie. Il a même été jusqu'à dire que c'est une hérésie chrétienne, parce qu'il a étudié le Coran. Il va se retirer avec un groupe, d'amis, d'experts, d'arabisants, etc. Et ils vont traduire le Coran. Ils vont aller dans le sud de la France, peut-être en Espagne, et puis ils vont traduire le Coran. Au bout de quelques semaines, ils ont la première traduction très perfectible du Coran. En latin.
en latin. Oui. On est en 1143. Et là, il fait des révélations tout à fait stupéfiantes. Il reconnaît que les Sarrasins vénèrent Marie. Les Sarrasins ne sont pas idolâtres. Ils croient en un Dieu unique. Alors certes, ils rejettent la Trinité, mais ils respectent Jésus. Ils vénèrent Marie. Et donc, Pierre le Vénérable, sans le savoir, amorce quelque chose qui est le début du dialogue interreligieux. On en est loin, mais il pose les jalons. Mais c'est un progrès astronomique. C'est un progrès astronomique. Le passé de ministre du diable à hérésie chrétienne, tout à fait, c'est tout à fait remarquable. C'est plutôt bienveillant de considérer qu'ils ont une origine chrétienne, mais qu'ils ont dévié. Donc ils peuvent être récupérables. Ah mais c'est la thèse de Pierre le Vénérable, et il dit d'ailleurs que Mahomet n'est autre que le continuateur d'Arius, le fameux chrétien antitrinitaire, qui considérait que le christianisme ne devait pas être trinitaire mais unitaire, et donc ce christianisme-là, qui a été battu, considérait que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Bon, et donc pour Pierre le Vénérable, et il y en aura d'autres, peu nombreux, mais c'est quand même très important parce que c'est le début d'une amorce, c'est quelque chose qui se met en place, c'est un changement. On va commencer à considérer que les Sarrasins ont un culte, certes hérétique, etc., mais c'est un culte. Et on sort de cette idée que c'est un paganisme. Reste que la thèse de Pierre le Vénérable est minoritaire. À l'époque des croisades, ce qui domine quand même malgré tout, le signal fort, c'est que c'est une abomination, une monstruosité qu'il faut combattre, et c'est pour ça que les croisades, après Pierre le Vénérable, vont se succéder, et puis il va en avoir 8. Et la France, et ça c'est important, va en impulser 6, ce qui n'est pas rien. Une bonne partie des croisades sont d'inspiration française. Ou elles sont dirigées directement par des Français, ou alors elles sont d'inspiration française. Pour mériter le titre de fille aînée de l'Église. Tout à fait. Et cette particularité française plonge ses racines dans la conversion précoce de Clovis en 498 au catholicisme, alors que toute l'Europe est plus ou moins soit arienne, donc suit les préceptes de Darius, hérésie chrétienne, soit végète dans le paganisme ou dans l'idolâtrie. Et effectivement, la conversion de Clovis est un acte tout à fait fondateur. Et d'ailleurs, il y a un propos qui est important, c'est celui de l'évêque de Reims, qui va donc baptiser Clovis et qui va dire à Clovis, lors du baptême, les mots suivants. Alors je cite, « Le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes et il soumettra tous les peuples à son spectre. » Donc on voit qu'à l'époque, de façon très précoce, la France mérovingienne s'inscrit dans ce qui deviendra peu à peu ce statut de fille aînée de l'Église. Donc, ce qui va expliquer aussi beaucoup de choses par la suite, mais ce qui explique surtout le fait que la France va effectivement impulser 6 croisades sur 8, ce qui n'est pas rien. Oui, donc la France était chargée d'une mission divine là, par l'Église. Elle a une mission divine, effectivement. Mais là, un contemporain de Pierre le Vénérable, c'est Alain de Lille. Alors Alain de Lille est un autre... C'était un religieux ou... C'est un religieux, un théologien de très haute volée, un immense théologien, un homme une très grande érudition. Et lui aussi marchera dans les pas de Pierre le Vénérable, mais il ira encore plus loin dans la modération. Il écrira des choses très dures sur Mahomet, mais Alain de Lille, à l'instar de Pierre le Vénérable, va considérer qu'il faut séparer, qu'il faut faire la distinction entre les Sarrasins, victimes de Mahomet l'imposteur, et Mahomet lui-même, monstrueux Mahomet, sur lequel on peut dire pique-pendre. Mais Alain de Lille, comme Pierre le Vénérable, considère qu'il faut voir en les Sarrasins avant tout des victimes. Et donc, en tant que christianisme déviant, il y a la possibilité de les ramener à la vraie foi. C'est exactement ça. C'est un grand progrès. C'est un véritable progrès. C'est un dialogue en vue de prosélytisme pour les ramener. Mais d'ailleurs, je vais quand même citer, si vous le permettez, ce mot qui est quand même magnifique de Pierre le Vénérable. C'est une phrase extrêmement belle. C'est une lettre que Pierre le Vénérable adresse au XIIe siècle aux Sarrasins. Il est abbé de Cluny.
L'abbaye de Cluny va jouer un rôle fondamental dans la grande réforme grégorienne au XIe siècle. Alors donc l'abbé Pierre le Vénérable dit aux Sarrasins les mots suivants. « Je ne vous aborde pas avec des armes comme font souvent les nôtres, mais avec des mots, non avec la force, mais avec la raison, non avec haine, mais avec amour. Voilà les raisons pour lesquelles un chrétien doit vous aimer et vous souhaiter le salut. Voilà comment moi, le plus humble des innombrables serviteurs du Christ, je vous aime, et vous aimant, je vous écris, vous écrivant, je vous invite au salut. » Donc là, on voit quand même chez Pierre le Vénérable les germes de ce qu'on appellerait aujourd'hui le discours interreligieux. Hein. C'est remarquable. On est quand même... La situation, elle est grave. Elle est réellement très grave, ne serait-ce que parce que cette petite musique qui rappelle vraiment des épisodes de notre histoire qui sont épouvantables, cette petite musique, eh bien, on commence à la voir se développer un petit peu partout et par des sources qui l'ont jugé jusque-là au-dessus de tout soupçon. Le deuxième défi, qui est largement d'actualité, du moins tous les samedis, c'est le grand déclassement. Le troisième défi est le plus omniprésent dans le débat public. Il s'agit et ça énerve beaucoup Laurent Alexandre. Diffusé sur notre site internet une conférence faite par un certain Laurent Alexandre qui a ses entrées dans les allées du pouvoir, qui possède 25% de la tribune et qui, lors d'une conférence à Polytechnique il y a quelques mois, s'est permis de dire que finalement le problème des sociétés contemporaines, c'est qu'il y avait des crétins, en gros, que les gens n'étaient pas compétents, qu'il y avait des bêtes, des gens qui étaient bêtes, et donc que ces gens qui étaient bêtes, c'était d'un problème génétique de naissance. Et donc que les gilets jaunes faisaient partie de cette catégorie qu'il appelle les inutiles ou les substituables. Rien moins. Et s'adressant devant un parterre d'étudiants évidemment conquis à Polytechnique en disant « vous êtes les dieux de demain, vous êtes ceux qui savez ce qui se passe ». Alors, le propos est tellement ahurissant que je l'ai regardé à plusieurs fois. Alors, il est vrai que dans la même conférence, avec beaucoup de viciosité, ce monsieur explique que, malheureusement, donc, les gens qui ne sont pas assez intelligents, c'est d'un problème de naissance et donc il va falloir faire de la thérapie génétique, etc., pour les rendre plus intelligents. Bon. Ce monsieur s'est déjà illustré pour avoir fait des articles, notamment dans l'Express en 2018, pour brosser sur ce thème, et qui avait d'ailleurs suscité une levée de boucliers. Vous avez plusieurs dizaines de scientifiques, notamment le père du bébé éprouvette. Vous avez des généticiens de renom comme M. Axel Kahn qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant que c'était du scientisme, que ça n'avait pas de valeur scientifique, ce qu'il racontait, et qu'en revanche, c'est ce que dit Axel Kahn, ça ressemble furieusement aux dérives eugénistes qui ont eu lieu dans l'Allemagne, aux États-Unis dans les années 1920, puis en Allemagne dans les années 1930. Voilà. Eh bien ça, ce genre de discours, je suis au regret de le constater. Moi, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Je me rappelle très bien la France des années 70, des années 80. Un tel discours public eût été inimaginable, inconcevable dans la France des années 70 et des années 80, puisqu'on y voit quand même la trace de quelque chose comme une marque d'eugénisme. Alors, l'échelle européenne, enfin. Je m'attarde un peu sur ce sujet car je sais qu'il fait très largement débat, à juste titre d'ailleurs, dans nos familles politiques. Je ne suis pas de celles qui défend bec et ongle l'Union européenne et je suis la première à admettre volontiers que c'est un projet mal pensé, mal conçu et philosophiquement délétère. Néanmoins, vous savez, en politique, c'est le terrain qui commande. Et le terrain, aujourd'hui, a créé des dépendances mutuelles dont il est difficile de se départir sans avoir préalablement reconstruit un certain nombre de choses au niveau national. Alors je vous le dis aussi très sincèrement, je ne crois pas une seule seconde que la réforme tant espérée, tant défendue, y compris par les européistes eux-mêmes d'ailleurs, passera par la Commission européenne ou par le Parlement européen. La réforme de l'Union européenne, elle passera par des stratégies d'alliance gouvernementale en vue de rééquilibrer le rapport de force avec l'Allemagne. C'est Zemmour qui avait eu un mot parfait sur ce sujet. Tout le monde, sur les plateaux de télévision, explique « oui, mais l'union fait la force ». Et l'union fait la force, certes, mais quand vous tirez la corde dans le même sens. Si vous avez d'un côté l'Allemagne qui tire vers là et la France qui tire vers là, bien évidemment que cette union, bien au contraire, devient une incroyable faiblesse.
tous ceux à qui on avait fait miroiter une libération et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorité mal vue au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des déhanchements de Mick Jagger, tous ceux-là ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. D'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. Le seul à qui on interdit les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps, au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre. Quand vous entendez que notre politique d'immigration doit être ferme et humaine à la fois, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas ferme et qu'elle sera humaine pour les immigrés mais pas pour les Français. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur, vous avez raison d'avoir peur. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu, bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. C'est Zemmour qui avait eu un mot parfait sur ce sujet. Tout le monde, sur les plateaux de télévision, explique « oui, mais l'union fait la force ». Et l'union fait la force, certes, mais quand vous tirez la corde dans le même sens. Si vous avez d'un côté l'Allemagne qui tire vers là et la France qui tire vers là, bien évidemment que cette union, bien au contraire, devient une incroyable faiblesse. Et c'est là aussi où je suis très optimiste, puisque c'est la France qui a la clé du destin européen. C'est nous qui avons la clé. Depuis que l'Union européenne existe, la France n'a quasiment jamais été mise en minorité sur un texte qu'elle ne voulait pas. La réalité, c'est que notre servitude a toujours été volontaire. Les gouvernements successifs ont voulu accompagner, défendu, militer pour les politiques européennes qui se font aujourd'hui contre les intérêts français. Et nous avons les moyens, plus que quiconque au sein de l'Union européenne, de renverser ce système de l'intérieur. Nous sommes membres fondateurs. Après le départ du Royaume-Uni, nous avons la plus grande armée européenne. Nous sommes le seul membre permanent de l'ONU, les seuls à avoir la bombe nucléaire. Nous sommes la deuxième économie. Nous sommes parmi les quelques contributeurs nets. Nous sommes une puissance universelle qui, d'ailleurs, voit bien au-delà du simple projet européen. Et avec tout cela, avec toutes ces particularités, nous n'aurions pas les moyens d'imposer notre voix dans le concert des nations européennes ? Nous n'aurions pas les moyens d'exiger de la Commission qu'elle se cantonne aux sujets stratégiques communs, comme par exemple la souveraineté numérique face aux GAFA, comme l'exigence de la réciprocité dans les échanges internationaux, en particulier avec la Chine, comme, s'il devait y avoir un seul avantage à cette monnaie, la transformation de l'euro en monnaie d'échange internationale face au dollar. La France n'aurait pas les moyens de faire ça, avec tous les atouts qui sont aujourd'hui les siens. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'en réalité, tout ça n'est qu'une affaire de volonté, de lâcheté et, disons-le peut-être aussi, d'intérêt. Alors on sort ou on reste. Alors si on reste, c'est comme c'est là. Si on sort, alors c'est la ruine et la catastrophe, l'hiver nucléaire. Il y a un paramètre que tous ces gens nient, qui s'appelle Asselineau ou qui s'appelle tous les autres. C'est l'existence d'une grande nation qui s'appelle la France. D'accord ? Nous n'avons aucune raison de ne pas vouloir changer ce qui est. Parce que personne ne peut se passer de nous. On ne fait pas l'Europe sans les Français. Avec toutes ces particularités, nous n'aurions pas les moyens d'imposer notre voix dans le concert des nations européennes ? Donc, ma ligne, c'est sortir des traités. Mais qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, si demain je gouverne ce pays, de toute façon, j'appliquerai mon programme. Plan A, on discute, vous voulez pas, plan B, on le fait quand même. C'est une position politique qui inclut un paramètre qui est absent du raisonnement des autres. Les alignés, c'est la France n'est rien, elle ne compte pas. On vous dit, mais et si vous ne convainquez pas les autres ? Pardon ? Qui est-ce qui ne peut pas être convaincu par les Français ? Qui ? Les Allemands ? Alors parlons-en. La réforme de l'Union européenne, elle passera par des stratégies d'alliance gouvernementale en vue de rééquilibrer le rapport de force avec l'Allemagne.
Parlons du rapport à l'Allemagne. Mais traitons des questions comme elles s'opposent à une grande nation. Celui qui dit « je sors », qu'est-ce qu'il dit? Il dit « j'ai perdu ». Il dit « la France compte pas, elle n'existe pas, elle pèse 0 ». C'est le gouvernement allemand et son Hinterland qui décident. Eh bien, ce n'est pas mon avis. Et supposons que tout ça vienne à éclater, ce qui est, à mon avis, le destin promis de la construction actuelle. Alors je vous le dis aussi très sincèrement, je ne crois pas une seule seconde que la réforme tant espérée, tant défendue, y compris par les européistes eux-mêmes d'ailleurs, passera par la Commission européenne ou par le Parlement européen. Puis déjà les Anglais sont partis. Personne n'a l'air de trop se demander pourquoi ils partent. On a entendu, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris, celle-là on nous l'a fait aussi à nous, pour le non. Si, ils ont parfaitement bien compris qu'ils n'avaient aucune raison de rester là-dedans, parce que ça leur rapportait rien, ça ne leur apportait rien. Alors ça se combine avec un sentiment national des Anglais, qui a toujours été très, une affirmation très forte de leur existence, de leur nation. Ils ont toujours été comme ça, heureusement. Hein. Ça leur a permis de tenir tête aux nazis, tandis que nos élites à nous ont capitulé, séance tenante, comme tout le monde le sait ou ne le sait pas. La réalité, c'est que notre servitude a toujours été volontaire. Les gouvernements successifs ont voulu accompagner, défendu, militer pour les politiques européennes qui se font aujourd'hui contre les intérêts français. Et nous avons les moyens, plus que quiconque au sein de l'Union européenne, de renverser ce système de l'intérieur. Nous sommes membres fondateurs. Après le départ du Royaume-Uni, nous avons la plus grande armée européenne. Nous sommes le seul membre permanent de l'ONU, les seuls à avoir la bombe nucléaire. Nous sommes la deuxième économie. Nous sommes parmi les quelques contributeurs nets. Nous sommes une puissance universelle qui, d'ailleurs, voit bien au-delà du simple projet européen. Et avec tout cela... Britannique. Ce que propose M. Mélenchon, c'est d'ailleurs, on n'y comprend rien en fait, c'est un plan A, un plan B, un plan C, etc. Dans son plan B, il refuse mordicus de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. En revanche, il essaye d'inviter les gens qui lui font confiance, de les inviter à une réflexion qui consiste à faire une partie de bras de fer, c'est-à-dire à se fâcher avec nos partenaires. Moi, je suis désolé, c'est complètement irresponsable. Pourquoi se fâcher avec nos partenaires? Pourquoi se mettre dans notre tort? Soit, quand on est dans un club, on respecte les règles du club, ou bien on s'en va. On ne va pas dire « je reste dans le club » et changer les règles du club, parce qu'on va se mettre à dos tous les autres. Et c'est ce que propose M. Mélenchon. Et, sachant que par ailleurs, il ne veut pas en sortir. Parce que c'est très gentil de dire « on va faire une partie de bras de fer », mais encore faudrait-il que M. Mélenchon aille jusqu'au bout, soit prêt à en sortir. Or, ça n'est pas le cas. En réalité, tout ça me met très mal à l'aise, parce que ce qui se cache derrière la pensée de Mélenchon, c'est en fait du nationalisme. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est vouloir imposer sa vision des choses aux autres. C'est qu'une nation veut imposer aux autres sa façon de concevoir le monde. Ça, c'est le nationalisme. C'est ce qui mène à la guerre. Dans laquelle on va faire une partie de bras de fer, c'est une idée beaucoup plus dangereuse parce que ça nous mène directement à la guerre. Beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus responsable, beaucoup plus conforme tout simplement au monde réel, est la position que je défends depuis plus de 10 ans, qui consiste à dire « écoutez, ce système ne convient pas, ce système ne marche pas. Il est faux que nous devions fusionner avec la Lettonie. » C'est un concept antédiluvien qui remonte à Dante Alighieri et au début du XIVe siècle, fin du XIIIe siècle, dans la Divine Comédie. L'idée d'une espèce de chrétienté unie, comme ça, sous l'autorité, Dante était gibelin, était favorable au Saint-Empire romain germanique. C'est une idée qu'on a vu traverser les siècles. Il y a eu l'abbé Dubois, il y a eu des tas de gens qui se sont mêlés de ce genre de trucs. Et puis il y a eu le discours de Victor Hugo de 1849 au Congrès de la Paix qui consiste à vouloir fusionner l'Europe. Mais c'était une vision du monde européocentriste, comme on dit, c'est-à-dire centrée sur l'Europe. Victor Hugo, en 1849, quand il lance l'idée des États-Unis d'Europe, il considère que le monde doit être dirigé par l'Amérique du Nord et par l'Europe, le monde blanc, et qui a vocation à coloniser le reste de la planète. Il le dit d'ailleurs dans son discours au Congrès de la Paix, où il parle des fameux États-Unis d'Europe. Allez le voir, c'est en partie sur notre site internet, le discours de Victor Hugo. Vous allez en apprendre de belles. C'est un discours
colonialiste, en fait. Il dit on va rendre l'Afrique à l'homme, l'Asie à la civilisation, on va défricher les déserts, on va faire des colonies. À partir du moment où il y a des colonies qui font, il n'y aura plus de révolution. Enfin, c'est un discours incroyable, le discours de Victor Hugo de 1849. Bon. C'est plus. On est en 2017. On n'est plus du tout dans le même univers. La France, aujourd'hui, a des liens avec l'Allemagne, bien entendu, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, bien sûr. Mais les liens qu'elle a avec la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie, Chypre, sont des liens, ou la Bulgarie, sont des liens qui sont faibles par rapport aux liens beaucoup plus importants que nous avons avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, enfin les deux Congos, Madagascar, le Liban, la Syrie, etc., Haïti, le Vietnam, le Cambodge, et au-delà des anciens pays de l'Empire français, aussi avec le Japon, la Russie, l'Inde, le Brésil. Le monde d'aujourd'hui est un monde ouvert. Donc, il n'est pas... C'est vraiment ce que nous aussi on apporte avec l'UPR, c'est que nous disons... Le principe même de la construction européenne est un principe ringard. C'est quelque chose qui n'est pas du tout conforme à l'ère du temps. D'ailleurs, regardez les jeunes générations. Quand quelqu'un, un jeune qui a 19, 20 ans, 22 ans, etc., quand il veut aller faire une expérience à l'étranger, il ne rêve pas d'ailleurs en Allemagne ou au Danemark. Non. Il rêve d'aller où? Il rêve d'aller au Canada, il rêve d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Japon, au Brésil, voilà. Le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Et nous voulons tout simplement que la France, elle soit en phase avec le monde. Nous disons, il faut en finir avec cette vieille lune de construction européenne qui nous mène d'ailleurs directement à la guerre, qui nous mène directement au choc des civilisations, puisque ce qui sous-tend cette construction européenne, c'est l'idée que nous avons des ennemis héréditaires qui seraient le monde musulman, qui serait la Russie de Poutine, etc. C'est ça qui ne va pas. Cette tempête d'incertain, après l'orage vient la pluie qui avec elle apporte la vie. Après la pluie vient le soleil qui tape le ciel.